Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topo. Alors, donc on continue à parler un petit peu de continuité, hein. On a déjà vu, voilà, de manière théorique, ça voulait dire que l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert. On a vu comment construire plein de fonctions continues de toutes les façons possibles et imaginables. Et bien maintenant, on va regarder pour les applications linéaires. C'est quand même des applications qui sont assez importantes en mathématiques, vous savez bien. Et donc, à quelles conditions elles sont continues, etc., etc. Comme souvent, c'est plus simple que le cas général. Il y a des propriétés particulières qui sont intéressantes. Et donc, allons-y. Alors, on commence direct par le théorème essentiel qui dit à peu près tout ce qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop besoin de table de matière, parce que là, tout est là-dedans. Et puis, essentiellement, on va le démontrer, faire des exemples. Donc, on se place sur un corps qui est R ou C, comme d'habitude, parce que sinon, il n'y a pas d'espace vectoriel normé. Enfin, c'est bien plus compliqué. Donc, voilà. Et on prend donc deux espaces vectoriels normés, E munis d'une norme, voilà, indice E, et F munis d'une norme indice F. J'essaye de me placer dans un cadre un peu général. Deux espaces vectoriels normés, pas forcément les mêmes. Et puis une application U linéaire qui va de E dans F. Et je prétends que toutes les propositions qui suivent sont équivalentes. La première, c'est U est continu. Donc on va voir d'autres façons de dire que U est continu. Hein, comme souvent en mathématiques, pour faire des démonstrations, en fait, il faut reformuler les hypothèses et puis on arrive à la conclusion. Et donc c'est important d'avoir des théorèmes où une propriété est équivalente à d'autres. Ok ? Donc voilà pourquoi on fait ça. Alors première, si elle est continue en vecteur nul, ça je pense que vous savez, parce que dire on est continu, c'est-à-dire qu'on est continu en tous les points. Ok ? Eh bien, pour les applications linéaires, si elle est continue dans le vecteur nul, alors elle est continue partout. Peut-être ça vous rappelle une propriété des applications linéaires au niveau de l'injectivité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez avoir vu qu'une application linéaire est injective si car de U c'est juste le vecteur nul. Autrement dit, si elle est injective au vecteur nul, si juste lui n'a pas deux antécédents, parce que le vecteur nul s'envoie sur le vecteur nul. Mais si le vecteur nul est arrivé à un seul antécédent, donc c'est en gros si elle est injective en le vecteur nul, elle est injective tout le temps, c'est pareil pour continu. Ok ? Donc ça, c'est pas trop surprenant. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est que c'est équivalent à dire que U est borné sur la sphère unité, sur les vecteurs de norme 1. Vous voyez, si je prends tous les vecteurs de norme 1, alors la norme de U de x, elle est plus petite qu'une certaine valeur là-dessus. Ok ? Alors vous allez me dire, oui, si E est de dimension finie, ça doit se voir, parce que des histoires de compacité pour ceux qui connaissent déjà. Mais, bon. Mais ça, c'est équivalent si c'est surtout intéressant quand E n'est pas de dimension finie. D'accord ? Donc quand il n'y a pas de raison a priori que ce soit borné, c'est équivalent à être continu. Ok ? Donc on va démontrer tout ça. On va voir même qu'en fait, la sphère unité, elle n'a pas de rôle particulier, parce que c'est pareil que de dire que c'est borné sur une boule centrée dans le vecteur nul. C'est pareil. Après, on pourrait dire, oui, par translation, du coup, c'est borné sur une boule. Mais enfin bon, bref. Ok, donc voilà, on verra que si elle est bornée sur une boule, elle est bornée sur toutes les boules, hein, donc sur toutes les sphères. Ouais, bref, bon, ok. Donc c'est équivalent à ça. Et puis la dernière, hop, qui est bien utile, c'est que U est lipschitzienne. On a déjà vu que n'importe quelle application lipschitzienne était forcément continue. C'est plus dur d'être lipschitsien que continu a priori. Mais pour les applications linéaires, non. Si on est continu, on est lipschitsien, c'est la même chose en fait. Donc on peut essayer de démontrer ça, c'est équivalent. Voilà, donc ce joli théorème, et maintenant il va falloir démontrer tout ça. Alors on commence à montrer que 1 est équivalent à 2, donc je sais que si elle est continue, on va écrire, hein, qu'est-ce que ça veut dire que U est continu en un point x0, donc je prends un point x0 quelconque, si elle est continue, ça veut dire qu'elle est continue en tous les points x0, et bien il suffit que je démontre que si elle est continue en x0, ça veut dire qu'elle c'est équivalent au fait qu'elle soit continue en vecteur nul, d'accord, autrement dit c'est la réciproque qui m'intéressait, mais bon. Je vais montrer l'équivalence. Hein. Je vais montrer que ça, c'est équivalent à être continu au vecteur nul, et puis voilà. Alors, donc, la définition. U est continu en x0. Rappelons-nous ce que ça veut dire. Hein. Pour n'importe quelle application, ça veut dire que la limite de quand x tend vers x0 de U de x, c'est U de x0. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, ça veut dire voilà, que si, quel que soit epsilon positif, au bout d'un moment, U de x moins U de x0 est plus petit, la norme de ça est plus petit qu'epsilon. C'est ça que ça veut dire que U de x est proche de U de x0. Je vous rappelle, dans un espace vectoriel normé, ça veut dire que la norme est toute petite. Hein. Okay ? Et donc voilà, quel que soit epsilon, si x est assez proche de x0, donc si la norme de x moins x0 est plus petite qu'un certain alpha, alors la norme de U de x moins U de x0 est plus petite que epsilon. Et pour chaque epsilon, il existe un alpha qui est assez petit qui marche. Ça, c'est la définition. Okay ? Mais j'ai une application linéaire, donc là, il y a un truc que je peux faire que je ne peux pas faire d'habitude, c'est de prendre U de x moins U de x0, ça je peux le transformer en U de x moins x0. Hein, ça c'est typique des applications linéaires. Ok ? Et donc voilà, j'obtiens cette petite formule-là. Mais alors après, du coup, tiens, ce vecteur-là, je peux l'appeler h. Hein, c'est vrai pour tous les x de E. Si x moins x0 plus petit que alpha, ça. D'accord ? Du coup, pour tous les h,
de l'espace, si h est plus petit que alpha, u de h est plus petit qu'epsilon. D'accord? N'importe quel vecteur, je peux l'écrire x moins x0, hein, avec x0 fixé. Hein. D'accord? Voilà, il suffit de choisir x pour que x moins x0 soit égal à h, et puis voilà. Ok, et donc j'ai ça. Et donc ça c'est chouette, mais si je réfléchis bien, si j'ai ça, si pour tout h petit, si j'ai ça, bah, du coup j'ai aussi l'équivalence qu'au-dessus. Hein, je veux dire, voilà. Si c'est vrai pour n'importe quel vecteur de norme plus petit qu'alpha, bah, c'est vrai pour x moins x0. Quand x moins x0 est plus petit qu'alpha, alors j'ai ça. Donc ça et ça, c'est vraiment encore complètement équivalent. Hein, d'accord? C'est juste je renomme mon x moins x0 en h en fait, hein, essentiellement. Mais ça, si je regarde bien, ça veut dire que h, si h moins le vecteur nul est plus petit qu'alpha, u de h moins u du vecteur nul, qui est le vecteur nul de f, est plus petit qu'epsilon. Et donc cette formule-là, c'est juste dire que u est continu au vecteur nul de e. Voilà. Donc c'est vraiment pas très dur. Hein. C'est voilà, la même chose que pour l'injectivité. Ok. Pour les applications linéaires, bon, en fait, comme on peut rentrer le moins x0 dedans, c'est ça l'astuce. Ok. Bon, mais ça aide pas tellement, parce que moralement, démontrer ça, vous voyez, ça c'est pas tellement plus simple en fait, en pratique. C'est plus facile des fois de montrer que c'est borné sur la boule, ce genre de choses. Hein. Bon. Bah maintenant, on va continuer la démonstration. Alors, on va montrer déjà cette histoire de boule, là, pour montrer que 3 et 4, c'est pareil. Autrement dit que si elle est bornée sur la sphère unité, elle est bornée sur n'importe quelle boule. On va parler un petit peu de ces petites choses-là. Donc, on prend deux espaces vectoriels normés, toujours les mêmes hypothèses, une application linéaire. Et ben, je prétends que pour tout R positif, si U est borné sur une sphère de centre le vecteur nul et de rayon R, donc par exemple 1, mais n'importe, si elle est bornée sur une sphère, elle est bornée sur toutes les boules fermées de centre le vecteur nul, quel que soit le rayon grand R. Ok. Donc voilà, donc ça implique, du coup, si elle est bornée sur la sphère unité, elle est bornée sur une boule, ça 3, et puis il implique 4, si elle est bornée sur une boule, elle est bornée sur une sphère, forcément, hein, c'est un petit bout de la boule, et donc elle est bornée sur toutes les boules, donc elle est bornée sur toutes les sphères, donc voilà, c'est pareil, d'être bornée sur une boule, c'est de bornée sur la sphère unité, tout ça, c'est la même chose. Ok, bon alors il faut démontrer ce truc-là. Je prétends, voilà, donc j'ai une sphère, mon application U, la norme de U ne dépasse pas une certaine valeur, sur cette sphère, il faut montrer que sur n'importe quelle boule, qu'elle soit de taille plus petite ou de taille plus grande, U est bornée. Ok. Donc on fixe un grand R, on prend une boule de taille grand R, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Et puis on va noter M, la borne sur la sphère de rayon R. D'accord. Donc je sais que par hypothèse, hein, mon hypothèse là, c'est qu'il existe une borne grand M, telle que pour tout Y dans E, si norme de Y égale R, si je suis sur le rouge, alors norme de U de Y est plus petit que M. Ok. Bon, maintenant prenons un vecteur X, par exemple, dans la boule bleue, ou la boule jaune, ça dépend de la valeur de grand R que j'ai choisi. Donc je choisis un grand R et je prends un vecteur X tel que norme de X est plus petit que grand R. Il faut que je démontre que, voilà, que je trouve une borne là qui est indépendante de X, hein, pour montrer que norme de U de X est plus petit qu'un nombre qui ne dépend pas de X. Hein. Ok. Bon, j'appelle norme de X égale alpha. Ok. Pourquoi pas, c'est juste pour ne pas me trimballer des normes de X dans les calculs tout le temps. Ok, donc, alors, toc. Alors, posons Y égale R sur alpha X. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je vous explique hein, l'idée. Hein. Je sais que sur le rouge, c'est borné, je prends un vecteur X qui est par là. Si je divise par sa norme, par alpha, j'obtiens un vecteur qui est de norme 1. Et après, je multiplie par petit r, j'obtiens un vecteur sur le rouge. Hein. Vous voyez, Y, il est fait pour ça. Hein. Donc je multiplie x par un scalaire, alpha c'est un nombre, r c'est un nombre, hein, positif d'ailleurs, ok. Et du coup, norme de y, c'est r sur alpha fois norme de x sur alpha ça fait 1, donc ça fait r. Donc j'ai bien un y qui est sur la sphère. Vous voyez, pour les sphères vectorielles normées, c'est pratique, comme si on part des nombres, on peut diminuer, augmenter la taille comme on veut d'un vecteur. Hein. Donc j'ai un vecteur, je trouve un colinéaire qui est sur là, qui est ici. Bon, du coup, d'après mon hypothèse, ce u de y, il est plus petit que m, d'accord? Et il y a un rapport entre u de y et u de m, parce que c'est vecteur collinaire. Donc, norme de u de x, je le remplace. En fait, si y, c'est r sur alpha x, ça veut dire que x, c'est alpha sur r, y. Et donc, c'est norme de u de alpha sur r, y. Et les applications linéaires, le alpha sur r, je peux le sortir de u. Hop, donc ça fait u alpha sur r, u de y, mais le alpha sur r, c'est un nombre positif, je peux le sortir de la norme, pas besoin de mettre de valeur absolue. Et donc, ça fait alpha sur r, norme de u de y. Et y, il est sur ma sphère, donc norme de u de y, il est plus petit que m. Donc ça fait alpha sur r plus petit que m. Ok. Or, alpha, c'est la norme de x. Elle est par définition plus petite ou égale à r. Donc ça, c'est plus petit que grand R sur petit r fois m. Et là, je suis très heureux parce que grand R ne dépend pas de x.
j'ai choisi un grand R, j'ai pris un point, vous voyez, par exemple pour la boule bleue, j'ai choisi un point X n'importe où dans la sphère. Le petit r, il était par définition, c'est le rayon de la rouge, il ne dépend pas de x, et le grand M non plus. Donc j'ai bien une borne pour tous les x dans ma boule de centre grand R, indépendante de x. Donc u de x est bien toujours plus petit que cette valeur-là sur la grande boule. Hein. Et donc u est borné sur la boule de centre vecteur nul et rayon R. Voilà, voilà. Donc bon, c'est pas très compliqué, il faut juste le voir en fait. Bah, une application linéaire, moralement, elle est bornée sur les boules, elle n'est pas, enfin, c'est borné ou, ouais, ça veut dire ça. Alors attention, une application linéaire est jamais bornée, hein, en tout. Ça, c'est pas possible. Oui, ça c'est un truc qu'il faut bien réaliser, parce que justement, si j'ai une norme de x, norme de u de x qui est non nulle quelque part, j'ai un vecteur de norme 1 par exemple, bon, dans l'image, bah, norme de 3x, ce sera 3, hein, de u de 3x, c'est 3 fois u de x, je le sors. Vous voyez, si j'ai l'image d'un vecteur qui est de norme 1, l'image de 3 fois ce vecteur sera de norme 3, l'image de 1000 fois ce vecteur sera de norme 1000, et comme je peux multiplier par n'importe quel réel ou complexe, bah, du coup, je veux dire, une application linéaire, elle ne peut pas être bornée. Hein. D'accord? Ça, c'est pas possible. Quand je pars à l'infini, ça tend vers l'infini, tout le temps. Sauf si c'est l'application linéaire nulle. Ok, d'accord. Bon, si elle est non nulle, elle n'est pas bornée. Donc, ok, donc ça c'est bien important de bien le réaliser. Donc ça veut dire que... bref, donc voilà, vous avez compris quoi. Donc voilà. Mais par contre, si elle est bornée sur une boule, ce qui n'est pas automatique, ce qui n'est pas toujours vrai. D'accord? Si elle est bornée sur une boule, alors elle est bornée tout le temps. Ok. Je spoil un petit peu, on ne l'a pas vu en dimension finie, ce sera tout le temps le cas. Mais pour le moment, on ne l'a pas vu. Hein. Mais bon, voilà. Bref. Si elle est bornée sur une boule, elle est bornée sur toutes les boules en fait. Ok. Bon alors, donc on a démontré que 1 équivalent à 2, que 3 équivalent à 4. Bon, bah maintenant, il faut peut-être, on va continuer, et on va montrer que 3 est équivalent à 5. Donc 3, 4, 5, ça fera un bloc, 1, 2. Après, il faudra faire le lien entre le bloc 1, 2, continu en vecteur nul, et le bloc normé lipschitzienne. Là, j'ai démontré que, voilà, qu'elle est lipschitzienne, c'est seulement si elle est bornée sur la sphère unité. Alors, allons-y. Donc, on prend la définition. Si une application linéaire, ou une application quelconque d'ailleurs, est k-lipschitzienne, ça veut toujours dire que norme de u de x moins u de y, c'est plus petit que k fois norme de x moins y. Hein. Je vous rappelle, il faut que k-lipschitzienne, ça veut dire que la distance entre les deux images est plus petite qu'un certain nombre fixe fois la distance entre les deux antécédents. Ok? Donc, très bien. Et donc ça implique continu, tout ça, on l'a déjà vu. Hein. Bon, bah alors là, toujours même astuce, si j'ai une application linéaire, u de x moins u de y, je le remplace par u de x moins y, c'est ça que je ne peux pas faire en général. Ok? Et donc, j'obtiens que quel que soit x, y dans E, j'ai ça. Mais du coup, x moins y, vous me voyez venir, tu vas l'appeler h, bah ouais. D'accord? Si c'est vrai pour tout x, y, j'ai eu ça, bah du coup, pour tout h, bah, il suffit de prendre y égale vecteur nul. Pour tout x, j'ai norme de u de x plus petit que k norme de x, bon, je l'appelle h. Pour tout h, norme de u de h est plus petit que k norme de h. Alors ça, a priori, c'est une implication. Maintenant, il faut voir qu'on peut remonter en arrière, parce que si j'ai ça tout le temps, bah, je prends deux vecteurs n'importe comment. Ux moins y, bah, c'est un vecteur. Donc si je l'appelle h, j'applique cette inégalité-là à u de x moins y, j'obtiens bien cette formule-là. D'accord? Donc c'est équivalent. Okay, c'est pas forcément évident, mais si j'ai ça, bah, j'ai pour tout x moins y, norme de x moins y est plus petit que ça. C'est un cas particulier, quand j'appelle x moins y, c'est h. Bah, voilà. Bref. Donc c'est la même chose. Ok, bon, jusque-là, vous allez me dire, bon, pourquoi pas. Mais ça veut dire que si je prends h, donc qui n'est pas le vecteur nul, bon, ok, parce que c'est le vecteur nul, ça fait 0 égale 0, et bah, du coup, j'ai ça aussi. D'accord? Parce qu'une application linéaire, on voit toujours le vecteur nul sur le vecteur nul, donc dire que pour tout h de E, j'ai ça, c'est pareil que dire que pour tout h non nul, c'est ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de contrainte pour le vecteur nul. Hein. L'implication, elle est dure pour ce différent de vecteur nul. Parce que, et alors pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que maintenant, je peux diviser par norme de h. Okay. Donc ça veut dire que pour tout h non nul, ben, norme de u de h divisé par norme de h, mais norme de h c'est un nombre, je peux le rentrer dans la norme, norme de u de h sur norme de h, c'est plus petit que k. Okay. Et comme c'est une application linéaire, je peux rentrer ce norme de h encore dans le u. Et ça me veut dire que pour tout h non nul, u de h sur norme de h est plus petit que k. Et ça, c'est un vecteur de norme 1. Ok? Et donc ça veut dire que, quel que soit v dans E, si norme de v égale 1, norme de u de v est plus petit que k. Parce que n'importe quel vecteur v de norme 1, je peux l'écrire h sur norme de h. Hein. Bah oui, je prends un vecteur de norme 1, bah, du coup, si h était de norme 1, donc il est non nul, bah, du coup, ça fait, je l'appelle v, v sur norme de v qui fait 1, u de v est plus petit que k. Okay, donc ça implique ça. Et si j'ai cette propriété-là qui est vraie pour n'importe quel v, bah, du coup, pour n'importe quel h non nul, comme h sur norme de h est de norme 1, je peux lui appliquer la formule et norme de u de h sur norme de h est plus petit que k. Okay, donc c'est vraiment toujours des équivalences.
Et ça, ben, regardez bien ce que j'ai dit. Hein. Pour tout vecteur de E, si sa norme c'est 1, U de V est plus petit que K, donc ça veut dire que U est elliptienne si et seulement si U est borné sur la sphère unité. Voilà. Le cas du Lipschitz, c'est une borne de U sur la sphère unité. Hein. Voilà, voilà. Ben, en fait, moralement, c'est vraiment tout con, hein, ce que je veux dire. Vous voyez, c'est Lipschitzien, ça veut dire ça, les distances augmentées de pas plus que K. Donc, si je prends des trucs à vecteur nul, dont le vecteur nul a distance 1, bah, la distance des résultats entre l'image de lui et l'image du vecteur nul qui reste le vecteur nul est énorme plus petite que K. J'ai réécrit ce truc-là, mais c'est tout con en vrai. Hein. Vous voyez, c'est... Bon, bref. Ok. Donc, finalement, on a, hein, rappelez-vous, donc 1 et 2, c'est équivalent. 3, 4, 5, c'est équivalent, du coup, maintenant. D'accord? Et donc, il faut faire le lien entre le 1, 2 et les 3, 4, 5. Et donc, pour ça, bah, je vais montrer que si j'ai 2, j'ai 4, et que si j'ai 5, j'ai 1. Et donc, voilà, comme si j'ai 5, j'ai 1, et du coup, 1, ça implique 2, donc j'aurai 2. Ok? Et si 2, ça implique 4, et comme 4 implique 5, et ben, j'ai bien toutes les équivalences. Hein. Voilà, j'ai deux blocs qui sont équivalents, il suffit de montrer que 1 implique l'un et l'un implique l'autre, et ça passe. Tournons. Donc, je vais montrer que 2 implique 4, alors je suppose donc que c'est continu en vecteur nul. Alors, je vous rappelle, ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un alpha positif tel que pour tout h, si norme de h est plus petit qu'alpha, norme de u de h est plus petit que epsilon. Ok? Mais ça, si je prends epsilon égale 1, par exemple, eh ben, je dis qu'il existe un alpha tel que, bah, pour tout h dans E, si norme de h est plus petit qu'alpha, norme de u de h est plus petit que 1. Ok? Donc là, j'obtiens une borne hein, qui ne dépend pas de mon h tant que ce norme de h est plus petit que alpha. Autrement dit, U, elle est bornée sur la boule de centre vecteur nul et de rayon alpha. Donc voilà, donc autrement dit, si elle est continue en vecteur nul, elle est bornée sur une boule. C'est quasiment la définition en vrai. Ok? Et bah du coup, la vie est belle. Hop, et maintenant 5 implique 1, bah, c'est encore plus con si U est elliptienne, elle est continue, on l'a déjà vu 50 fois. Donc, voilà, donc la morale de l'histoire, c'est qu'on a tout démontré maintenant. Ok? Donc voilà, c'est les continus en vecteur nul, elle est bornée sur une boule, donc elle est bornée sur la sphère unité, donc elle est elliptienne, et c'est elliptienne, elle est continue, et tout ça, donc elle est continue en vecteur nul, et bref, tout est bon. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Allez, maintenant, on va pouvoir définir quelque chose de sympathique, parce que je vous rappelle qu'on avait vu des normes hein, sur les espaces vectoriels de dimension finie, donc on a vu des normes sur Rn, sur les matrices, machin truc. On n'a pas vu de normes sur les applications linéaires. Bah alors, j'avais oublié ou quoi? Bah non, mais c'est parce qu'en fait, c'est compliqué. Parce qu'on pourrait se dire, bah attends, tu avais des normes sur les matrices, donc tu prends une application linéaire, tu prends une base, hop, tu as une matrice, tu prends la norme de la matrice, tu dis c'est ça la norme de l'application linéaire. Bah ça marchait pas du tout, pourquoi? Bah parce qu'il y a plusieurs matrices pour une même application linéaire. Dès que j'ai une application linéaire et une base, hop, j'ai une matrice. D'accord? Et je veux que la norme d'application linéaire, soit la norme d'application linéaire, ça ne dépend pas de la base que je choisis pour choisir une matrice. Ce serait n'importe quoi. Plusieurs normes si je prends des bases différentes et des matrices différentes. Non, ça ne va pas. Donc il faudrait une norme qui soit stable par changement de base. D'accord? Et ça, rappelez-vous, c'est un des exercices qu'on a vu sur les normes, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'il existe des matrices qui sont semblables à leur double. Hein, donc c'est pas possible d'avoir que la norme soit constante. D'accord? Donc c'était compliqué en fait. Trouver une norme d'application linéaire, c'était un truc qui n'était pas clair. D'accord? C'était pas si simple, quoi. Parce qu'on ne pouvait pas prendre la norme infinie aussi, parce que je dis, c'est pas borné, l'application linéaire. Donc, voilà. Et donc, l'astuce, c'est qu'il n'y a toujours pas de norme sur l'application linéaire, mais si des applications linéaires continuent, cette fois, vous voyez, si je prends l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F, alors je peux définir une norme que j'appelle la norme subordonnée à la norme E et à la norme F, puisqu'elle va utiliser ces deux normes-là pour pouvoir s'exprimer. Et je l'appelle la norme avec 3 barres, pour bien dire ça c'est une vraie norme bien compliquée. Hein. Là, voilà, il y a une notation, tout le monde ne l'utilise pas, hein. Mais moi je trouve que c'est déjà assez compliqué comme ça, donc c'est bien de prendre des notations un peu différentes pour distinguer un petit peu. Il y en a qui mettent que 2 barres, mais du coup, bon voilà, bref. Je pense que c'est pas plus mal d'en mettre 3 dans ce cas-là. Donc c'est l'application qui a chaque application linéaire continue positive associée, les applications linéaires continues associées à un nombre positif, et tel qui définit comme le sub pour x non nul de norme de f de x sur norme de x. On va me dire, alors ça a l'air un peu bizarre, c'est la définition standard, mais quel est exactement le rapport qu'on a avec ce qu'il y a avant? Alors en fait c'est tout con parce que norme de f de x sur norme de x, bah, vous voyez, je peux rentrer le nombre de norme de x qui est positif dans la norme de f, ça fait norme f de x divisé par ce nombre, norme de x de e, et comme f est linéaire, je peux le rentrer encore dans f comme j'ai déjà fait tout à l'heure hein, dans la preuve, et ça c'est pareil que f de x sur norme de x. La norme dans f de x sur norme de x. Ça, c'est la même chose. Donc finalement, ce sup-là, cette norme triple, c'est le sup de la norme de f de x quand x est de norme 1.
Autrement dit, vous voyez, je vous dis, si elle est continue, elle est bornée sur la sphère unité, bah, du coup, c'est quoi le max sur la sphère unité? Donc, moralement, c'est la norme infinie de la fonction linéaire, mais c'est juste restreinte à la sphère unité, ou la boule unité, c'est la même chose, en l'occurrence. Hein. D'accord? Donc, voilà. Donc, une application linéaire n'est pas bornée, mais si elle est continue, elle est bornée sur la boule unité. Et donc, je prends la borne sur la boule unité, en tout cas, le sub des valeurs, c'est peut-être pas forcément atteint, mais le sub des valeurs de norme de f de x sur ma boule unité, et c'est ça que j'appelle la norme subordonnée de f aux normes de e de f. Ok? Bon alors, c'est bien beau ça, mais pourquoi c'est une norme? Bon, ça choque pas comme ça, mais il faut encore le prouver. Donc voilà ma définition, d'accord? C'est celle-là qu'on prend de façon classique, hein, parce que du coup elle marche pour tous les vecteurs, et pas besoin de prendre les vecteurs de norme 1, mais ça revient au même. Hein. Donc on prend norme de f de x divisé par norme de x, et on regarde le sub de ce truc-là. Pourquoi est-ce que c'est une norme? Donc déjà, vous voyez que ça existe, c'est un nombre positif si et seulement si f est continu. Hein. Ça, c'était le théorème d'avant. Donc voilà. Alors déjà, si la norme est égale à 0, bon, bah là, c'est pas très dur, parce que si le sub de tous ces nombres est égal à 0, vu qu'ils sont tous positifs, ça veut dire qu'ils sont tous nuls. Et donc, ça veut dire que norme de f de x est toujours égale à 0, et donc ça veut dire que f de x est toujours égal au vecteur nul de f. Donc ça, c'est l'application nulle, ça marche bien. Ok. Alors ensuite, c'est encore plus facile là, pour les lambda, parce que si je multiplie tout par un lambda, hein, sub de lambda de f de x, de norme de f de lambda x sur norme de lambda x, bah, je sors les lambda du f parce que c'est linéaire, et de la norme, ça fait valeur absolue de lambda. Je le sors aussi en bas, valeur absolue de lambda, ça change rien. Bon, d'accord. Non, j'ai dit des conneries, puisqu'il faut qu'il y en ait un qui sorte. C'est f que je multiplie par lambda, c'est pas x. Je rembobine. Alors, si je prends norme de lambda f, ça fait sub de lambda f de x sur norme de x, et donc du coup je sors le lambda là-haut, je le sors du sub, c'est un nombre positif, il n'y a pas de problème, et ça fait bien ça. Ok. Alors là où c'est un peu plus dur, du coup ça va être chaud pour moi, c'est la norme de f plus g, l'inégalité triangulaire. Alors allons-y, donc par définition, c'est le sub pour x non nul de norme de f de x plus g de x sur norme de x. Ok, hein, puisque f plus g de x, c'est f de x plus g de x. Alors, ok, donc jusque-là tout va bien, et ça je peux utiliser l'inégalité triangulaire de la norme dans f, parce que je sais que norme d'une somme, donc c'est plus petit que la somme des normes. Ok, donc ça c'est plus petit que ça, plus ça. Bon, jusque-là pas de problème. Et après, donc en y réfléchissant bien, il faut bien faire gaffe quand on fait des opérations sur les sup, je prétends que ça c'est plus petit que sub de ça, plus sub de ça. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait, cette somme-là, c'est une somme de deux termes. Le premier terme, f de x sur norme de x, il est plus petit que le sub de norme de x sur f de x. Et le deuxième terme, il est aussi plus petit que le sub de g de x sur norme de x. D'accord? Et donc, à chaque fois, pour n'importe quel x non nul, cette somme-là est toujours plus petite que ces deux termes-là. Et du coup, le sub de tous ces nombres-là est également plus petit que ces nombres-là. Parce que ça, en fait, cette somme de deux nombres est bien une borne, d'accord? Est bien un majorant de tous ces nombres-là. Et donc, comme le sub de tous ces nombres-là, c'est le plus petit majorant, il reste plus petit que cette somme-là. Et donc ça, c'est bien égal, hein, je ne l'ai pas mis, mais à norme de f plus norme de g, donc j'ai bien l'inégalité triangulaire pour ça. Ok, voilà, donc c'est bien une norme, bon, on s'en doutait, hein, de toute façon. Mais voilà. Et alors, par contre, elle a une propriété particulière, quand même sympa, parce qu'on a chié pour la définir, mais elle a la propriété que norme, la norme triple, la norme subordonnée de g rond f, d'accord, donc eh ben, c'est plus petit que le produit des normes de f et des normes de g. Alors on aurait bien égal, ce serait top. Hein, ce serait sympa, une norme qui est... mais ça se peut pas. Voilà. En général, c'est pas le cas. On n'y peut rien, c'est triste, on aimerait bien, mais voilà, on n'a pas ça, d'accord? Et donc voilà, il faut démontrer ce petit truc-là. Et puis de façon plus générale, en fait, on définit une norme d'algèbre, d'accord? Donc si j'ai un espace vectoriel normé qui est une algèbre, par exemple les polynômes, les fonctions, c'est-à-dire les matrices, quand il y a une multiplication en plus, d'accord, hein, vous vous rappelez, un cas espace vectoriel, a priori, il y a une addition des vecteurs, il y a une multiplication par un scalaire, mais il n'y a pas de multiplication des vecteurs. Sauf pour certains cas, donc les polynômes, les suites, les matrices, les fonctions. Parfois, on peut multiplier des vecteurs. Okay, et donc, dans ces cas-là, on dit qu'on a une algèbre. Il y a des petits axiomes que vous connaissez, enfin bref. Et ben, donc, si mon espace de départ, c'est une algèbre, et que c'est un espace vectoriel normé, eh ben, je dis que la norme est une norme d'algèbre si quelque part elle est compatible avec cette loi multiplicative, hein, parce que j'ai l'inégalité triangulaire pour le plus, j'ai le lambda, valeur absolue de lambda qui sort pour le fois scalaire, quelle opération, quelle propriété il faut que j'ai pour la multiplication. Idéalement, j'aurais bien aimé que ce soit égal, la norme du produit soit égale au produit des normes, mais ça, c'est pas possible en général. Et donc, une norme d'algèbre, c'est une norme où la norme du produit est inférieure ou égale au produit des normes.
Ok, donc ça c'est une définition, voilà, ça veut dire que la norme quelque part est compatible avec la multiplication. Bah, c'est pas vrai pour plein de normes qu'on a vues avant. Ok, il y a des petits exercices qui viennent. Mais voilà, donc quand c'est le cas, on dit que c'est une norme d'algèbre. Et quelque part, bah, c'est plus agréable, c'est un peu plus... voilà, ça a des petites propriétés en plus. Et bah, ce que je prétends, c'est que cette là, sur les applications linéaires, c'est une norme d'algèbre. Donc on va le démontrer, parce que c'est chouette. C'est notre premier exemple. Donc, allons-y. Alors, donc, on va appeler H l'ensemble des x dans E tel que f de x est différent du vecteur nul. Autrement dit, c'est le complémentaire du noyau de f. Ok? Pourquoi? Parce que, vous allez le voir tout de suite, hein, la norme triple de g rond f, c'est le sub des normes de g rond f de x sur norme de x. Et donc, vous voyez bien, pour faire apparaître norme de f et norme de g, j'ai envie d'écrire norme de g de f de x sur norme de f de x fois norme de f de x sur x. Et bien pour ça, il y a intérêt que f de x s'annule pas. D'accord? Donc, on va y aller tranquillement. En tout cas, donc ça, par définition, c'est le sub sur x, différent du vecteur nul de ça. Ok? Mais maintenant, si x était dans le quart de f, bah, la valeur ici, f de x est nul, g de f de x est nul, c'est le vecteur nul aussi. Donc norme de ça, ça fait 0, d'accord? Donc, ok, si j'ai l'application nulle, bah, du coup, ça marche. Ça fait 0 égale 0, ok, on a la propriété. Norme de 0 est plus petit que 0 fois norme de f. Hein, ok, bon. Donc si j'ai pas l'application nulle, et ben ça c'est strictement positif. Donc, mais de toute façon, même si c'est l'application nulle, ça fait 0. En tous les cas, c'est le sup pour x dans h de ça. Parce que pour x qui n'est pas dans h, ça fait 0. Donc, ces nombres-là, ils sont tous positifs. Le sub de ça, il est supérieur ou égal à 0. J'enlève des valeurs où ça fait 0. Le sub, c'est le même. Ok? C'était peut-être encore 0 ou c'est strictement positif si jamais g n'est pas toujours nul et f non plus. Mais en tout cas, je peux prendre les vecteurs que dans h parce que ça ne gêne pas. Ceux de h, ils donnaient 0. Ok? Et du coup, je peux diviser maintenant par norme de f de x. Donc, je suis très heureux. D'accord? Cette petite sup-là, hop, ça fait le sub de... Je divise par norme de f de x, je multiplie par norme de f de x, hein, qui est non nul. Ça ne change pas ma fraction, donc ce truc-là est égal à ça. Ok? Jusque-là, vous allez me dire, bon, d'accord. Alors, maintenant, il faut toujours vérifier encore. Il faut se méfier un petit peu. Hein. Mais c'est des nombres positifs, il n'y a pas de problème. Lui, il est plus petit que ce sup. Lui, il est plus petit que ce sup. D'accord? Et donc, ce produit-là est plus petit que le sup de ça fois le sup de ça. D'accord? Donc, ce produit de sup est bien majorant de tous les nombres qui sont là. Okay. Et donc le sub de tous ces nombres est bien plus petit que le sub de produit. Okay. Ça fonctionne bien. C'est pas du tout forcément égal, hein, parce que le sub pourrait être atteint dans deux endroits différents, vous voyez. D'accord? Donc ça, c'est bien plus petit que ça en général. Mais enfin bon, jusque-là, tout va bien. Donc ça, maintenant, on va l'écrire un petit peu différemment. Alors, tout d'abord, le premier terme. Donc le sub pour x dans h de norme de g de f de x sur f de x. Ben, en fait, f de x, c'est un élément de im de f. Okay. Donc, si je prends pour tous les f de x non nuls, bah, c'est pour prendre pour tous les y dans im de f qui sont différents du vecteur nul. C'est pareil, hein, vous voyez, pour l'ensemble des f de x pour x et dans h, bah, c'est l'ensemble de tous les éléments que s'écrivent f de x qui sont non nuls. Donc, c'est tous les éléments de im de f qui sont non nuls. Je l'appelle y, c'est la même chose. Je fais le sup de ça, d'accord, pour tous les éléments y qui sont dans im de f. Non nuls, ok? Et bien, du coup, si je prends le sup pour tous les y non nuls, a priori, il y en a plus. Donc le sup, il est plus grand. Hein. Le sup de deux ensembles, s'il a été inclus dans B, bah, le sup de A est plus petit que le sup de B, a priori. Peut-être c'est le même, mais voilà. Donc là, je grossis l'ensemble de départ. Hein. Donc le sup de tous les normes de G de Y sur norme de Y, bah, il est plus grand que le sup juste pour les Y dans im de F qui sont non nuls. Voilà. Je prends juste le sup pour les non nuls, bah, du coup, il est plus grand. Et ça, c'est la norme triple de G. Donc ce petit passage-là, ok, il est plus petit que norme triple de G, il ne reste plus qu'à montrer que ça c'est plus petit que norme triple de F. Et puis ça c'est pareil, c'est évident, parce que H c'est un sous-ensemble de E, donc finalement dans H il n'y a pas le vecteur nul, hein, parce que le vecteur nul est dans le noyau, donc je grossis bien l'ensemble quand je prends les non nuls là, et donc bah, le sup sur tous les non nuls, il est plus grand ou égal au sup juste sur H, et donc qui est le truc de F, donc voilà. Donc celui-là il est aussi plus petit que norme de F, et donc j'ai bien que norme de G rond F est plus petit que norme de G fois norme de F. Et voilà. Ok, pas très dur, mais bon, quand même, il faut l'écrire, c'est un petit peu casse-couille. Casse-pied. Bref, allez. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir démontrer un truc qui est super. Donc voilà, on commence à se rapprocher des théorèmes sympas. Si je prends, alors, hein, parce que ce qu'on veut arriver, c'est que dans un espace de dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues.
c'est l'espace sans dimension finie. Bon, on va y aller doucement, le but c'est d'arriver à ça, mais on fait un premier pas dans cette direction. Si E c'est K puissance n, donc R puissance n ou C puissance n, donc un espace sympa, on connaît la base canonique, vous savez, les trucs, hein, c'est les n-uplets d'éléments de K. Hein. x1, x2, xn, tout ça, bon, ok. Et si je prends la norme infinie, donc max des valeurs absolues des xi, ou des modules de xi, ok, alors toute application linéaire f de E dans E est continue. Ok, tout endomorphisme est continu. Bon, ben voilà, donc ça c'est cool. Donc c'est un cas particulier. Alors vous allez me dire, oui, mais tout espace de dimension finie est isomorphe à lui, donc on doit pouvoir s'en sortir. Mais bon, il y a d'autres normes. On ne sait pas encore, en fait. Si on savait que toutes les normes étaient équivalentes, alors on pourrait dire ça. Mais ça, on ne le sait pas encore. Et justement, j'ai peut-être mieux de servir de ça pour le démontrer. Donc voilà. Mais en tout cas, donc, première étape, si je prends K puissance n, un espace particulier avec une norme particulière, norme infinie, alors toutes les applications linéaires sont continues pour cette norme. Parce qu'a priori, être continu, je vous rappelle, ça, on sait que ça dépend de la topologie, mais du coup, ça doit pouvoir dépendre de la norme. Et en dimension infinie, ça dépend vraiment de la norme. On ne sait pas encore qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, même si j'arrête pas de le spoiler à longueur de temps. Donc, mais voilà, vivement le chapitre de compacité hein, pour démontrer tout ça. Bon, enfin bref. Alors, donc j'appelle E1, E2, N la base canonique de E, jusque-là tout va bien. Et puis donc je dis, bah voilà, n'importe quel élément x1, x2, xn, bah, c'est somme des xi, ei. Hein. Vous le savez bien, voilà, c'est le principe d'une base, tout vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire d'éléments de cette base, de manière unique, enfin bon ça on s'en fout un peu. Du coup, norme de f de x infini, bah, c'est la norme de la somme des xi f de i, puisqu'elle est linéaire. Hein. F de x, donc c'est f de la somme des xi ei, ça fait somme des xi f de i, jusque là tout va bien. Ok. Et bah, du coup, je peux sortir ces xi là, qui sont des nombres, d'accord. Alors déjà j'utilise une égalité triangulaire. Ça, c'est plus petit que la somme des normes de xi ei. Et puis, norme de xi ei, eh ben, je peux sortir le xi qui est un nombre de la norme en disant module de xi, hop, ou valeur absolue de xi, fois norme de f de i. D'accord. Donc, inégalité triangulaire, et je sors xi en valeur absolue de la norme, j'obtiens que ça, c'est plus petit que cette somme-là. Ok. Mais alors maintenant, chacun des xi est plus petit que la norme de x. Hein, parce que la norme de x, c'est le maximum des valeurs absolues des xi, ou des modules de xi. Donc, bah, du coup, je sais que, voilà, par définition, module de xi est plus petit que norme de x infini, parce que ça, c'est le max des modules de xi. Du coup, je les majore tous par ça, je le sors de la somme, hop, et puis j'obtiens, bah, du coup, que norme infinie de f de x, c'est plus petit que c fois norme de x infini, où c, bah, c'est ce qui reste, hein, c'est cette somme-là des normes de f de ei. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça dépend pas de x. Ça dépend que de la base. Hein. J'ai pris la base canonique, j'ai trouvé une constante, qui marche pour tous les x. D'accord ? Donc, autrement dit, ok, mon application, là, f, elle ne dépend pas de la base. Hein. Mais pour chaque base, je trouve une constante telle que f de x est plus petit que c, norme de x infini. Autrement dit, si norme de x égale 1, f de x est plus petit que c. Donc, f est bornée sur la sphère unité. Donc, elle est Lipschitzienne. Enfin, de toute façon, même, j'aurais pu dire Lipschitzienne directement avec ça. Bref, donc, elle est continue. Toujours mon truc habituel. Ok, ok. Ben voilà, c'est pas plus dur que ça, mais c'est l'astuce, hein, c'est de prendre la base okay, et de décomposer ça. Donc pour cette norme-là, parce que là j'ai utilisé que c'était cette norme-là. Hein. Ok, voilà. Alors en dimension infinie, maintenant, je vais quand même vous donner un exemple pour montrer qu'il existe des applications linéaires pas continues, parce que sinon pourquoi ils nous embêtent depuis le début avec ces applications linéaires continues, elles le sont toujours. Alors non. Un exemple tout con, je prends les polynômes et je prends donc la norme infinie. Alors cette fois, c'est à peu près pareil que la norme infinie sur Rn qu'on a vu avant. Hein. C'est le max des valeurs absolues ou des... là, j'ai pris R, du coup, c'est pas les modules. Max des valeurs absolues des coefficients de An. On aurait pu prendre C, c'était pareil. Hein, mais enfin bon. Donc voilà, sauf que donc on pourrait dire, oh là 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 là, il y en a un nombre infini. Mais non, il y en a un nombre fini puisqu'ils se valent tous 0 au bout d'un certain temps, les coefficients d'un polynôme, vous savez bien. D'accord, mais par contre, je ne sais pas combien il y en a. Donc, il peut y en avoir vraiment beaucoup, mais je prends le max des valeurs absolues de tous les coefficients. Et ça fait une norme, on l'a déjà vu, hein, norme infinie des polynômes. Ok ? Il ne faut pas confondre, parce que la norme infinie, un polynôme, des fois, on peut le voir comme une fonction polynomiale. Mais une fonction polynomiale qui n'est pas constante, elle n'est jamais bornée. Donc la norme infinie d'un polynôme, d'une fonction polynomiale, ça n'existe pas. Enfin, c'est plus l'infini, quoi. Vous voyez, parce que même si c'est une droite, c'est pas borné. Si c'est un x2, c'est pas borné. x3, encore pire. Enfin bref. Donc en vrai, des fois, il y a des étudiants qui disent « Ah, norme infinie d'un polynôme, j'ai cru que c'était la norme infinie de la fonction polynomiale. » Mais ça, c'est pas borné, une fonction polynomiale. Donc, ah oui, mais alors je la prends sur 0,1. Mais pourquoi? Enfin, bon, ok. Bon, bref, c'est ça la norme infinie. Et on prend l'application donc dérivée. Elle va montrer que cette application-là n'est pas continue. Allez, je vous laisse réfléchir, mettez sur pause, vous essayez de le faire. Autrement dit, voilà, essayez de trouver
Pourquoi elle n'est pas bornée sur la boule unité? Est-ce que j'arrive à trouver des polynômes, vous voyez, dont le max des coefficients c'est 1, et tel que la dérivée n'est pas bornée? Je vous spoil un petit peu. Bon bref, allez, vous avez assez cherché. Donc, bah voilà, il suffit de prendre les polynômes xn, c'est pas une idée de dingue, c'est la base canonique. Et ben, ils sont tous de norme 1, puisque tous les coefficients sont 0, sauf un coefficient qui est égal à 1, donc le max c'est 1. Et puis la norme de la dérivée de xn, la dérivée de xn c'est nx puissance n moins 1, donc il y a un seul coefficient qui est non nul, il vaut n, donc la norme c'est n. Et donc, donc tous ces polynômes là sont tous de norme 1 et leur image c'est de norme n. Il y en a une infinité, il y a tous les n possibles. Donc sur la boule unité, j'ai les valeurs plus grandes que n, plus grandes que n'importe quel n pour n'importe quel n entier. Donc les valeurs de mon application D sont plus grandes que tous les entiers, donc c'est pas borné. Donc D n'est pas borné sur la boule unité, et donc bah voilà, du coup, youpla boum, elle n'est pas continue. Ok? Bon, ça, intuitivement, vous pouvez vous en douter, hein, parce que vous prenez pour n'importe quelle fonction, en fait. Sur l'ensemble des fonctions, en fait, en général, l'application qui f associe sa dérivée, c'est son dérivable, elle n'est pas du tout continue. On peut avoir deux fonctions hyper proches dont la dérivée est très très éloignée. Je veux dire, voilà. À vue de nez, les fonctions elles ont l'air toutes proches, et puis si on zoome à fond, il y en a une qui va faire des petits zigzags comme ça, des dérivées qui sont atroces, etc. Donc l'application qui a f associe f' n'est pas continue, en fait, ça se saurait. Hein. Ok? Donc voilà. Vous avez déjà vu, par exemple, sur les suites de fonctions, si fn tend vers f, il n'y a aucune raison qu'fn' tende vers f. Par contre, pour la primitive, c'est plus cool. Hein. Souvent, si fn tend vers f, primitive de fn tend vers primitive de f, à la constante près, mais par contre, voilà, si on les colle bien, les primitives, elles vont se rapprocher. Mais la dérivée, non. Ok. Bon, alors maintenant qu'on a ça, on peut trouver ce qu'on appelle une norme matricielle. Mais attends, c'est bizarre, on a déjà vu une norme sur les matrices. On a vu plein des normes sur les matrices. Par exemple, la norme infinie, le max des valeurs absolues des coefficients, c'était une norme sur les matrices. Il y en avait d'autres. Mais alors, donc l'astuce, c'est de prendre, parce que vous allez me dire, j'ai une norme sur les applications linéaires. Bah, du coup, une application linéaire sur une base, j'ai une matrice, donc du coup, je dois pouvoir trouver une norme sur les matrices qui correspond à ça. Effectivement, hein, donc c'est le cas particulier. Vous voyez, mon application linéaire, c'est 2k puissance n dans k puissance n, c'est celle qui a un vecteur x associé a fois x. Bah oui, ça c'est bien une application linéaire. Du coup, elle a une norme, et j'appelle ça la norme triple de la matrice A. D'accord? Et donc, bah, du coup, hein, voilà, j'appelle ça la norme matricielle subordonnée à la norme que j'avais sur E. Okay. L'application, donc norme triple, hein, qui à toute matrice associe le sub de norme de AX. Moralement, c'est l'image de A hein, par I, ben de X par A divisé par norme de X, pour tout facteur X non nul. Donc voilà, donc ça c'est notre norme. On verra. Ok, donc c'est une norme qui est très marrante. Enfin, très marrante, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a la propriété très sympa, c'est que cette norme-là, elle vérifie ça. Ce que ne vérifiait pas, par exemple, la norme infinie sur la matrice ne vérifie pas ça. Ok? Et donc, elle vérifie que norme de AB est plus petit que norme de A fois norme de B, celle-là. Ok? Très bien. Donc voilà, donc une norme de plus sur les matrices qui a une propriété d'être une norme d'algèbre en prenant cette petite chose-là, donc elle est très utile. Alors il y a des rapports avec les valeurs propres, il y a plein de problèmes super sur cette norme-là, mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais c'est un truc qui est vachement utilisé. Hein. On a déjà vu dans les problèmes d'agrég utiliser ce truc-là. C'est pas du tout anecdotique, hein, cette définition-là. Ok. Bon, eh ben, il me reste à vous poser quelques petits exercices, justement. Ben, on va commencer par les normes matricielles, là. Trouver pour cette matrice-là, trouver une valeur m telle que norme de AX infini. Alors je prends la norme infinie sur R2. Et donc c'est la norme subordonnée à la norme infinie et la norme de R2. Montrer qu'il existe un m tel que ça, et puis trouver une valeur de x pour laquelle l'égalité est atteinte. Et donc autrement dit, bon, du coup la norme matricielle de A, ce sera ce m là, hein, mais il faut le calculer. Ok, voilà, donc il faut trouver ça. Le sub de norme de AX sur norme de x, bah, ce sera ce m. Hein, si vous l'avez bien choisi, et puis refaire ça avec ABCD au lieu de 1, 2, 3, 4. Ok? Donc voilà, juste pour vous dire à quel point c'est bizarre ces normes subordonnées, là j'ai pris la norme infinie sur R2. Si vous prenez la norme 2 sur R2, norme de xy égale racine de x2 plus y2, et que vous savez faire cet exo, eh ben vous êtes plus fort que moi. Voilà, je le dis clairement, parce que moi j'ai pas trouvé d'expression simple en fonction de ABCD là, pour dire la norme triple de A, juste en fonction de ABCD, si jamais c'était la norme subordonnée à la norme 2, bon, je n'ai pas passé 8 heures non plus, mais j'ai passé quand même un petit moment à réfléchir et je n'ai pas trouvé. Hein. Donc, à part dire c'est le sub des normes de machin, mais je n'arrive pas à l'exprimer juste avec ABCD en enlevant les x. Quoi. Avec norme infinie, j'y arrive, avec norme 2, j'y arrive pas.
Alors ça m'intéresse à fond, c'est dans les commentaires. Si vous savez faire ça, moi ça m'intéresse vachement. Hein. Donc voilà. Bref, même exo avec norme 2, je ne sais pas faire. Ok, comme quoi oui, ça a l'air simple, une norme matricielle, ça l'est pas du tout. Hein. Alors maintenant, on va prendre donc ce que je vous annonçais tout à l'heure. Je vous ai dit que la norme infinie, ce n'était pas une norme matricielle. Bah, vous allez le démontrer en exercice. Donc, alors, je vous rappelle que si je prends une matrice, donc voilà, j'ai deux normes, la norme infinie et la norme 1 par exemple, il y en a d'autres. Hein. Donc la norme infinie, bah, c'est le max des valeurs absolues, ou le module, parce que j'ai pris K, c'est R ou C. Hein. Max des modules des AIJ, ok. Et puis N1, c'est la somme de tous les modules des AIJ, ok. Alors c'est la somme de tous les I allant de 1 à N. Alors attention, il faut se méfier, là je fais la somme pour I, donc autrement dit, je fais la somme des éléments sur une colonne. Pour J fixé, je fais la somme, d'accord, en fait c'est la norme 1 de chacun des colonnes, et je prends le max de norme 1 de toutes les colonnes, et ça me fait une norme sur les matrices, ok. Donc c'est la norme infinie des normes 1 des colonnes. J'appelle ça N1. Et on peut faire ça dans tous les sens, on peut faire avec les lignes, bon, enfin, bref, il y a plein de définitions de normes sur les matrices, on a déjà vu. Donc je prends celle-là, ok. Très bien. Et alors je vous montrer que justement ça, c'est une norme matricielle subordonnée à la norme 1. La norme 1, c'est la somme des valeurs absolues des xi. Montrer que ça, bon, c'est fait pour, hein, mais montrer que ça, c'est bien une norme subordonnée, la N1, ok, jusque-là. Et donc ensuite, montrer que N infini n'est pas une norme d'algèbre, qui ne vérifie pas norme de infini de A fois B plus petit que norme d'infini de A fois norme infinie de B. Et donc pour ça, je vous propose de considérer la matrice B dont tous les coefficients sont égaux à 1. Ça peut servir, si vous voulez. Mais enfin, en tout cas, il faut montrer qu'N infini n'est pas une norme d'algèbre. Et donc, on en déduit que ce n'est pas une norme subordonnée. Bah, ça, c'est juste le théorème précédent. Dit que les normes subordonnées sont des normes d'algèbre. Et donc, c'est comme ça qu'on démontre que bah non, la norme infinie, il n'y a pas de norme de l'espace E qui permettent, de K puissance N, qui permettent de la faire une norme subordonnée. Donc, toutes les normes ne sont pas des normes subordonnées. Bref, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, j'attends vos petites remarques. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, petite scène post-crédit, voilà, merci à tous les gentils tipeurs qui me soutiennent moralement et financièrement. Donc voilà, je les aime tous d'amour, comme j'ai mis avec tous les petits cœurs. Et donc voilà, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos précédentes, bon, je ne vais pas expliquer à chaque fois l'histoire des couleurs, mais en groupe, les couleurs, ça représente l'ancienneté, les gens qui donnent depuis très longtemps, et l'ordre dans lequel il y a, c'est le total des dons. Voilà, bref. Mais en tout cas, c'est super. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.